Hello les terriens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers où gravitent tous les arts confondus. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler de littérature car cette moitié d'année, un peu plus de la moitié, a été excellente en termes de lecture. Du coup, je vais vous parler de 9 lectures et on va commencer tout de suite. Et la première lecture dont je vais vous parler, c'est une lecture qui a été relancée au goût du jour, j'ai envie de dire, qui a été énormément recensée dernièrement et pour cause, une réadaptation de cette œuvre a été réalisée cette année et qui a fait énormément de bruit. D'ailleurs, je l'ai regardée et adorée. Je vous parle bien du Comte de Monte Cristo que j'ai moi dans cette ancienne édition du livre de poche en 3 tomes. Bref, que dire? Alors, la première des choses, c'est que c'est une œuvre qui m'intimidait au vu de son volume et de sa caractéristique de classique surtout. J'avais peur que le style de Dubois me soit un peu hermétique puisque c'est ma première lecture de cet auteur et finalement pas du tout. Alors très brièvement, le Comte de Monte Cristo est une histoire de vengeance. On va suivre notre protagoniste Edmond Dantès qui va faire l'objet d'une injustice et il va passer le restant de ses jours à élaborer un plan de vengeance contre toutes les personnes qui sont responsables de cette injustice. À travers cette intrigue, cette histoire de vengeance, Dumas va aborder plusieurs thématiques, celle de la justice, celle de la vengeance, de la rédemption, du pardon, mais aussi de la responsabilité de chacun, de son action ou de son inaction. Le Comte de Monte Cristo interroge les limites de la justice personnelle et le pouvoir corrosif de la vengeance. Il invite également à réfléchir sur la possibilité de rédemption et la quête de sens. Le Comte de Monte Cristo est une œuvre au contexte historique et sociopolitique extrêmement riche qui nous permet d'avoir les enjeux de l'époque. La caractérisation des personnages, elle est extrêmement bien exécutée. On a une panoplie de personnages en couleur qui sont très bien nuancés avec des vices et des blessures. Vous allez adorer détester certains d'entre eux. Pour une œuvre qui a été écrite au 19e siècle, je trouve que le style de Dumas, il est haletant et même addictif. J'ai alterné la lecture en papier avec la lecture audio et je peux vous dire que la lecture audio, c'est comme regarder une série. On a juste envie d'en savoir plus, de connaître la suite des événements. Énormément de rebondissements. Je trouve que Dumas est un précurseur du plot twist. C'est une œuvre qui est incontournable, mais aussi intemporelle, et j'en prends pour preuve que c'est une œuvre qui peut être encore adaptée au cinéma en 2024 et qui soit extrêmement et qui passe extrêmement bien à l'écran avec tous les codes du cinéma. Bref, allez-y, n'ayez pas peur du volume incroyable de l'œuvre. Vous n'allez pas voir passer les pages et vous allez juste être immergé dedans. Ce que je peux également souligner dans cette œuvre, c'est qu'il y a tout un aspect philosophique mais aussi humain grâce aux réflexions qu'ont les différents personnages et notamment notre protagoniste Edmond Dantès sur la justice, sur la responsabilité de chacun, sur le fait de faire justice soi-même. Bref, une excellente lecture. Et la prochaine lecture que je vous recommande chaudement est un livre de littérature algérienne contemporaine puisqu'il s'agit de Terminus Babel de Mustapha Benfodel. Mustapha Benfodel est un journaliste et écrivain algérien. Il a publié Terminus Babel en 2023 aux éditions algériennes Belzer. Si je trouve une autre édition où le livre a été publié, je vous mettrai la photo ici. Alors, dans Terminus Babel, on va suivre un narrateur, ce narrateur qui se nomme Kteb, qui signifie livre en arabe, notre livre, Kteb, qui a maladroitement été endommagé par une lectrice, puisqu'il faisait partie d'une bibliothèque nationale. Et puisqu'il a été endommagé, Kteb va être mis au rebut avec plusieurs autres livres qui vont être destinés au pilon. Et donc, Terminus Babel va traiter de la thématique du pilon à travers plusieurs prismes.
Le pilon est la destruction de livres qui sont endommagés ou trop vieux ou juste par manque d'espace, ils vont être détruits pour faire de la place à de nouveaux arrivants, de nouveaux livres. Au vu de leur destinée fatale, ces livres vont converser entre eux sur leur malchance, sur leur destinée monstrueuse, etc. Jusqu'au moment où on va voir l'arrivée d'un artiste qui va les éloigner momentanément de cette destinée et va les utiliser dans une expérience artistique pour la reproduction de la bibliothèque de Babylone. L'originalité de ce livre réside, outre le sujet et la structure, dans le choix du narrateur qui n'est autre qu'un livre. L'auteur nous offre ainsi une double narration, celle que comprend notre protagoniste Kteb et celle qu'il nous narre. Cette décision trouble les repères du lecteur, une technique fréquemment utilisée dans le mouvement du nouveau roman. Avec sa structure fragmentaire et complexe, avec des ratures, des réflexions sur la construction du livre et le processus d'écriture, des poèmes, des emprunts en dialecte, l'auteur met en lumière toutes les subtilités de l'art de l'écriture. La thématique centrale du pilon en fait un livre extrêmement intéressant et enrichissant. L'auteur nous livre une réflexion sur ce phénomène touchant à la fois à la biodiversité et la littérature. Terminus Babel revêt en sus de son caractère poétique, puisque c'est une ode à l'écriture et au livre, un caractère écologique et philosophique. C'est pour cela que je vous recommande ce texte. Et la prochaine œuvre dont je vais vous parler est une œuvre remarquable, touchante, poétique, et c'est un livre qui ne parle pas à une population, mais qui parle à l'humanité entière. Je vais vous parler de L'Enfant multiple d'André Chédid. André Chédid est une femme de lettres, poétesse franco-libano-égyptienne, il me semble, que j'ai rencontrée cette année avec un autre titre qui s'appelle L'Autre, et j'ai tellement apprécié sa plume poétique que j'avais envie d'en lire plus de cette autrice. L'Enfant multiple a été publié en 1989 et on va suivre deux personnages que tout oppose. On va suivre Omar Joe, qui est un enfant d'une douzaine d'années, qui est survivant de la guerre au Liban, qui va être envoyé par son grand-père pour sa propre survie et aussi pour son avenir. Il va être envoyé en France pour être recueilli chez de la famille. Et en parallèle, on va suivre Maxime, qui est un homme d'un certain âge qui a tout plaqué pour investir dans un manège qui va bien fonctionner durant les premières années, mais qui va être vite déserté par les enfants. Et du coup, il va être en faillite. Et au moment où il va décider de vendre son manège, il va faire la rencontre de Omar Joe. L'Enfant multiple est un récit poignant de résilience et d'amitié dans le contexte tourmenté de la guerre civile au Liban. Omar Joe, un orphelin marqué par la tragédie, rencontre Maxime à Paris, transformant ainsi leur existence à tous les deux, y apportant de la magie inespérée. L'autrice arrive à nous transcender avec une histoire qui s'apparente à un Disney. Elle manie des émotions avec une telle finesse que toute fantaisie devient réelle et concrète. Chacun de ces personnages est une sorte de métaphore d'origine, de culture et de façon d'être et de penser différentes. André Chédid arrive à casser toutes ces barrières et à aller au-delà pour nous transmettre un message d'espoir. Elle démontre avec ingéniosité et poésie qu'il est possible de dépasser tout ce qui de prime abord nous sépare pour s'unir, car nous sommes les mêmes êtres. Ce livre célèbre la diversité et la vie, illuminant chaque page de sa poésie et de sa profondeur. Un message d'espoir qui peut paraître utopique, mais n'en demeure pas impossible, si on prenait la peine d'occulter tout ce qui nous différencie pour nous unir, pour un monde meilleur. Et la prochaine lecture dont je vais vous parler est un témoignage poignant et peut-être difficile à lire pour certains d'entre vous. Donc, petit disclaimer, si vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas bien, peut-être
laisser cette lecture pour un autre moment. Bref, il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi est un Italien juif qui a été déporté lors de la Seconde Guerre mondiale dans les camps nazis. Levi va nous décrire de façon lucide et détaillée les conditions inhumaines dans lesquelles les prisonniers ont été forcés de vivre, ainsi que les épreuves, tortures physiques et psychologiques qu'ils ont dû endurer lors de leur emprisonnement. Le style d'écriture de Lévi est sobre et direct, ce qui rend son récit d'autant plus percutant. Il témoigne avec une grande dignité de l'horreur de l'Holocauste, tout en gardant une certaine distance émotionnelle. Cela donne au livre une force et une profondeur qui le rendent inoubliable. Dans un appendice publié en 1975, donc ultérieurement à la publication du livre lui-même, l'auteur répond sincèrement et intelligemment aux questions qui revenaient souvent par les lecteurs. Il explique notamment pourquoi il a choisi d'écrire avec un style qui semble froid et dénué d'émotivité. Et la raison qu'il donne est percutante, puisqu'il dit qu'il ne voulait pas tomber dans la victimisation et que son but premier était de relater des faits avec toute l'objectivité dont il pouvait faire preuve, tout en essayant pour lui-même avant tout d'être dans une forme d'introspection pour comprendre l'enchaînement des événements et expliquer l'absence de révolte de tous ces hommes qui étaient enchaînés à une destinée fatale malgré leur nombre. Si c'est un homme est un texte essentiel pour comprendre l'histoire de la Shoah et pour ne jamais oublier les victimes de cette barbarie. C'est un livre qui remue profondément, mais qui est aussi nécessaire pour témoigner de l'inhumanité dont l'homme est capable. La prochaine recommandation va être une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre de l'un de mes auteurs préférés, puisqu'il s'agit de Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. C'est une pièce de théâtre qui a été publiée en 2018. Cette pièce de théâtre met en scène, ou du moins s'ouvre, sur la rencontre de Eitan, qui est d'origine juive, et de Wahida, qui est d'origine arabe. Malgré leurs origines différentes et qui s'opposent, ils vont être éperdument amoureux. Leur histoire d'amour, malheureusement, va être confrontée à la réalité historique de leurs origines. Une pièce de théâtre à la sauce Mouawad, atypique, poignante et surtout d'actualité. Dans ce court texte, l'auteur explore les thèmes récurrents dans ses textes, à savoir la guerre, l'exil et la quête d'identité, avec une intensité émotionnelle rare. Les personnages sont poignants et leur voyage à travers la douleur et l'espoir est décrit avec une telle profondeur que l'on ne peut y rester indifférent. Les mots de l'auteur résonnent comme les échos d'une vérité universelle, et chaque page est imprégnée d'une poésie sombre mais lumineuse. Ce livre est une ode à la conciliation, à la beauté du langage, à la beauté de l'amour qui n'a aucune frontière. Il est à mon sens un message d'espoir, d'une possibilité de dépasser les barrières et de l'absurdité de perpétuer des différends d'un autre temps. Après des lectures extrêmement poignantes, voire tristes, je vais vous parler d'une autre lecture qui m'a énormément bouleversée cette année. C'est une première découverte d'un auteur que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment, et il s'agit de Les Souvenirs de David Fankinos. Les Souvenirs est un enchevêtrement et un enchaînement de souvenirs racontés par notre narrateur qui rêve de devenir écrivain. Ce livre m'a interpellée à partir du moment où je l'ai acquis en occasion dans une librairie, et je savais que c'était le moment de le lire, et j'ai bien fait, puisque c'est un livre qui touche à énormément de thématiques qui me touchent, et l'une d'entre elles sur laquelle s'ouvre le récit est le deuil, puisque c'est dans les premières pages, le narrateur va revenir sur le décès de son grand-père auquel il était énormément attaché. Et à partir de là, va s'enchaîner
plusieurs souvenirs. Et la particularité de ce livre, c'est que ce n'est pas seulement les souvenirs du narrateur. Le narrateur va revenir sur ses propres souvenirs, du coup de sa propre mémoire, mais il va également revenir sur les souvenirs des personnes qui gravitent autour de lui, de son environnement, de ses proches, etc. Et l'auteur va également, séparer les chapitres avec des souvenirs de diverses autres personnes connues, d'autres noms, qui vont apparaître dans le récit à un moment donné. Bref, j'ai adoré ce livre. Ce livre m'a fait l'effet de m'être adressé tant il a résonné en moi. Cette succession de souvenirs qui étaient porteurs de réflexions sur diverses thématiques universelles, telles que la perte, la routine, la vieillesse, le quotidien, l'écriture, l'amour ou la passion. Tant de thématiques qui font écho en tout un chacun. Funkinos nous plonge dans la simplicité de la vie avec une écriture délicate et pleine de sensibilité, nous invitant à une introspection douce mais profonde sur le passage du temps et l'importance des souvenirs qui façonnent notre vie. Ce livre a eu pour moi le parfum de la nostalgie. Plus que 3 lectures, et ça va être les 3 lectures dont il me sera énormément difficile d'en parler, puisque les 3 lectures sont incroyables, m'ont chamboulé, ont changé ma vision des choses, m'ont vraiment marqué et que j'aime d'amour, et c'est des lectures qui font partie des meilleures lectures de toute ma vie. Et la première va être un immense coup de cœur. Je ne sais pas si j'aurai les mots d'en parler. Bref, c'est La vie devant soi de Romain Gary, qui a été écrit sous le pseudonyme de Émile Ajar. Il me semble qu'il a été publié en 1975 et il a eu le prix Goncourt une seconde fois grâce à ce livre, du coup sous le pseudonyme de Émile Ajar. Bref, je m'étais un petit peu renseignée sur l'auteur et sa vie est juste incroyable, elle est passionnante. J'avais d'autres titres de cet auteur, mais mon cœur me disait qu'il fallait que je débute avec ce titre-là en particulier. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, parfois, il faut juste suivre son instinct. Du coup, de quoi parle La vie devant soi? On va suivre un enfant qui s'appelle Momo, qui est d'origine arabe, qui est recueilli par Madame Rosa, qui est une ancienne prostituée juive, qui a ouvert une sorte de garderie pour les enfants, que ce soit de prostituées ou de familles immigrées qui n'ont pas les moyens, ou du moins qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Du coup, autour de Momo gravitent plusieurs enfants d'origines différentes et généralement de familles extrêmement pauvres. Donc, en suivant l'histoire de Momo, cet enfant de 11, 12, 13 ans, on va suivre une panoplie de personnages avec des personnalités rocambolesques qui sont tous très attachants, puisque la caractérisation de Romain Gary est exquise. C'est une des meilleures que j'ai lues jusqu'à présent, surtout celle de Momo, qui est un enfant avec des réflexions d'enfant, mais avec des fulgurances d'évidence qu'on a occultées en devenant adulte. Et c'est ça, ce récit, je trouve que c'est une rétrospection personnelle. Quand on lit ce livre, on fait une introspection sur toutes ces valeurs, toutes ces évidences qu'on a zappées, qu'on a oubliées en devenant adulte, en étant influencé par l'entourage, par les médias, etc. Bref, voilà. L'écriture poignante de Gary nous fait naviguer entre les rires et les larmes, explorant avec sensibilité des thèmes profonds tels que la pauvreté, l'amour, l'identité et la tolérance. L'auteur manie la caractérisation telle qu'on partage spirituellement la vie de chacun des nombreux personnages.
La vie devant soi est une œuvre qui célèbre la résilience et la capacité de l'amour à transcender les difficultés sociales. Elle souligne également la dignité des individus en dépit des épreuves. Un roman percutant sur l'humanité qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. On arrive à pratiquement la fin de la vidéo. J'en viens à mon avant-dernière recommandation et il s'agit d'un monument de la littérature russe, mais également de la littérature tout simplement, d'un des plus grands écrivains de tous les temps. Et il s'agit bien de Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Dostoïevski est un de mes auteurs préférés. Je l'ai découvert avec... qui pour moi restera mon préféré parce que c'était le premier que je lisais de l'auteur et il m'avait tout de suite subjugué, qui était Crime et Châtiment. Et ça faisait un bon moment que je ne me suis pas replongée dans l'œuvre de Dostoïevski. Et je me suis motivée à me lancer dans cette épopée de plus de 1000 pages. Et quelle en fut ma surprise. Jusqu'aux dernières pages, franchement, j'étais là à me dire waouh, c'est incroyable, mais il me manque un petit truc. Et c'est vraiment dans peut-être les 100 dernières pages, voire les 50 dernières pages où je me suis dit, là, Dostoïevski a fait fort. Il a prouvé à quel point c'était un génie de son temps et même de tout temps confondu, je pense. Bref, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui m'a fait dire ça, sinon ça serait spoilant. Les Frères Karamazov est le dernier roman écrit par Fyodor Dostoïevski qui a été publié sous forme de feuilleton dans l'écrivain ou le messager russe, je crois, entre janvier 1879 jusqu'à novembre 1880, il me semble. En l'écrivant, parce que en lisant Les Frères Karamazov, je me suis beaucoup plus intéressée à l'auteur et à son vécu. Et j'ai appris que Dostoïevski avait écrit Les Frères Karamazov avec l'intention d'écrire son ultime chef-d'œuvre. Parce qu'à cette époque-là, après avoir été proclamé immense écrivain de son temps et tout, il y avait la venue de Tolstoï qui avait déjà écrit son chef-d'œuvre à lui qui était Guerre et Paix. Il y a eu une forme de concurrence entre les deux auteurs et c'est là où est venu, je ne sais pas, est-ce que c'était la motivation, bref, en tout cas, Dostoïevski a écrit cette œuvre en estimant lui-même que ça serait son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de sa vie. Je vais tenter de vous donner quelques bonnes raisons pour vous lancer dans le chef-d'œuvre de Dostoïevski. Dans Les Frères Karamazov, l'auteur nous offre une analyse fascinante des dilemmes moraux, des croyances religieuses et des luttes intérieures des personnages. Ce roman est un voyage intense dans les recoins les plus obscurs et lumineux de l'esprit humain. Chaque frère Karamazov représente un aspect différent de la nature humaine, du passionné et rebelle Dimitri, au rationnel et intellectuel Ivan, en passant par l'innocent et spirituel Alexei. Leurs interactions et conflits sont un pur régal pour les amateurs de psychologie littéraire. Malgré peut-être quelques lenteurs, Dostoïevski maîtrise l'art de la narration avec une profondeur et une nuance qui captivent le lecteur du début à la fin. Le style est à la fois riche et accessible, faisant de chaque page une nouvelle découverte. Ce chef-d'œuvre déborde de réflexions philosophiques et théologiques, puisqu'il aborde des questions fondamentales sur le bien et le mal, la foi et le doute, nous offrant ainsi des perspectives qui s'opposent. Lire Les Frères Karamazov, c'est plonger dans un classique de la littérature russe, un roman qui a marqué les esprits et continue d'inspirer des générations de lecteurs et de penseurs. On arrive à la fin de la vidéo avec le dernier titre que je vais vous présenter et qui est aussi un monument de la littérature, cette fois-ci de la littérature américaine, et un classique, un chef-d'œuvre, et tout aussi volumineux que Les Frères Karamazov. Que dire?
On méconnaît, je pense qu'on méconnaît cette histoire, ce livre, puisqu'il fait partie de la pop culture et on le résume parfois malencontreusement à une histoire de baleine, mais c'est tellement plus que ça. Il s'agit de Moby Dick de Herman Melville. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Moby Dick n'est pas juste une histoire de chasse de baleines. C'est un livre qui regroupe plusieurs œuvres à la fois. La deuxième chose que j'aimerais souligner sur Moby Dick, parce que en me lançant dedans et en partageant le fait que je lisais Moby Dick, j'ai reçu beaucoup de retours sur le fait que plusieurs personnes l'ont abandonné, soit parce qu'ils trouvaient que l'œuvre était trop lente ou trop ennuyeuse, trop longue. Et franchement, je ne partage pas du tout cet avis-là, puisque pour moi, Moby Dick, certes, est une œuvre extrêmement volumineuse, même si ce n'est que 700 pages, mais c'est 700 pages très denses, très riches, et c'est une œuvre qui nécessite un investissement complet. Il faut vraiment être investi mentalement, moralement, cérébralement dans cette œuvre. Moi, en lisant Moby Dick, je peux dire que c'est à peine si j'ai appréhendé 25% de la richesse de l'œuvre. Il y a un truc aussi que j'aimerais noter, et c'est un truc que j'ai mentionné même dans mon retour de lecture sur Instagram. Je me suis fait la réflexion, comment on peut encore aujourd'hui se référer à Freud alors que Moby Dick existe. Parce que oui, Moby Dick, c'est une œuvre en avance sur son temps, sur plusieurs domaines confondus, et notamment sur la psychologie, la compréhension de l'humain, et c'est une œuvre d'une extrême nuance, d'une nuance rarement lue dans d'autres œuvres. Il m'est extrêmement ardu de donner mon humble avis sur une œuvre qui est une référence dans plusieurs domaines confondus. Mais j'essaierai tant bien que mal de vous parler de mon ressenti et pourquoi Moby Dick est à mon sens une œuvre qui devrait être un guide de vie. Moby Dick n'est nullement une vulgaire histoire de baleine. C'est un traité philosophique, un essai social, un livre historique, scientifique, une œuvre humaniste bourrée de symbolisme. En me plongeant dans cette œuvre, je me suis faite la réflexion suivante. Moby Dick n'est ni lent ni ennuyeux, mais il est plutôt d'une densité et d'une richesse tant qu'il est impossible d'en apprécier et d'en appréhender toute la valeur en une seule lecture. À mon sens, ce livre doit faire l'objet de plusieurs lectures et à chaque fois avec un objectif précis, pour sa portée philosophique, sa perspective sociale, pour son contexte historique, pour sa dimension humaniste et spirituelle, pour dire qu'on a véritablement lu et appréhendé Moby Dick. Ce qui ressort de mon expérience de lecture, tout d'abord le principe de nuance. Rien n'est totalement mauvais ou bon, bien ou mal. Dans la même phrase, on peut être répugné et avoir de l'empathie tour à tour, et c'est ainsi tout du long. Ensuite, l'humour de l'auteur. Il manie le sarcasme et l'ironie tel un maestro qui dirige son orchestre. Et comment passer à côté de toute la tolérance qui se manifeste dans la pluralité culturelle au sein même du PCOD et de ce lien qui se crée entre le narrateur Ishmael et Queequeg que tout oppose. Et enfin, Melville explore les aspects les plus profonds de l'humanité, du courage et de la folie à la compassion et à la solitude. Le roman interroge les motivations humaines et la condition humaine avec une intensité inégalée. J'espère vous avoir donné envie de lire ces livres qui, moi, m'ont marqué. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À très bientôt!